Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, en même temps, j'avais rien de très spécial à raconter. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand j'ai rien de spécial à raconter, je fais pas de vidéo. Quand j'en fais, c'est que j'ai vraiment quelque chose de croustillant à raconter. Comme je vous le disais, j'ai trouvé trois histoires enfin, c'est plutôt trois légendes parce que c'est vraiment des choses qui se sont apparemment réellement passées, ça a réellement eu lieu, donc ce sont des faits réels et ce sont des lieux qui existent encore donc je trouve que c'est intéressant d'en parler. Je vais commencer par la première histoire qui est l'histoire du cimetière le plus hanté du monde qui s'appellerait le cimetière du Père-Lachaise qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Euh, c'est un cimetière immense, hein. Il faut vraiment se faire l'idée de l'immensité de ce lieu parce qu'il est vraiment énorme. C'est vraiment un très grand cimetière, hein. Je crois qu'il fait partie d'un des cimetières le plus grand de la France parce qu'il prend vraiment sur beaucoup d'hectares et c'est hallucinant de voir toutes les tombes qu'il y a. Il existe depuis longtemps, hein, il existe depuis les années 1800, vous imaginez que ça fait quand même bien au moins 3 siècles que ce cimetière existe. Là-bas, on raconterait que la nuit, il se passe des choses bizarres, des rites sataniques, des apparitions fantomatiques, des vampires. Enfin, c'est vraiment un cimetière qui a fait beaucoup parler de lui. Il y a parmi toutes ces tombes la tombe d'un homme qui était un petit peu le roi du satanisme, hein. Enfin du spiritisme, voilà, spiritisme. C'est lui qui a découvert tout ça et donc il a été enterré au cimetière du Père-Lachaise il y a une statue un buste de statue qui le représente et apparemment quand on se rend là-bas on doit faire un vœu et toucher le buste et si le vœu est réalisé on doit venir fleurir la tombe de cet homme et apparemment ça marche parce que cette tombe est la tombe la plus fleurie de tous les cimetières. On peut s'imaginer que ça doit marcher. Ce cimetière est un cimetière où les plus grandes personnalités et les plus grandes stars ont été enterrées là-bas. Et un homme est venu dans ce cimetière pour voir la tombe de son idole. Par un ami, il s'est fait prendre en photo devant la tombe de ce fameux, de son idole. Et ouais, on va dire à sa gauche, on voit une ombre qui bizarrement n'apparaît que sur la photo. Euh, et ce qui est le plus troublant, c'est que cette ombre prend exactement la même position que prenait son idole à la fin de ses concerts. Cet homme était persuadé il avait pris en photo l'esprit de cette idole qui montrait qui était là, hein, qui était là au moment où cet homme est venu. Il y a ça. Il y a aussi un caveau, qui lui est un caveau qui a fait beaucoup parler de lui aussi. C'était une jeune femme, une riche, hein, c'était vraiment une riche, hein, elle a vécu dans les années 1800 on dit que c'était une femme qui avait beaucoup de pouvoir, elle était très belle, elle avait beaucoup, beaucoup de pouvoir sur les hommes et sur les gens, hein, en général, hein, c'était pas... Elle a été enterrée dans ce cimetière et beaucoup de gens ont souhaité venir dans sa tombe pendant une année entière, vivre dans son caveau une année entière. Et apparemment, c'est l'un des souhaits que la jeune femme avait dit avant de mourir. Donc c'était quelque chose qu'elle souhaitait de son vivant. Pourquoi? On ne le saura jamais. Mais elle l'a dit.
Et toutes les personnes qui sont venues, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont allés dans son caveau, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que apparemment, quand le soir est tombé, il y a beaucoup de sites, enfin de rites sataniques qui se feraient autour de son caveau. Donc c'est vraiment très, très énigmatique. On dit qu'il y en a qui sont allés dans son caveau pour se faire sucer le sang, car cette femme serait un vampire. Enfin, c'est vraiment beaucoup de questions qui, bien évidemment, restent sans réponse. Ensuite, pour finir sur cette histoire, il y a un dernier caveau qui est un caveau qui fait très peur aussi. C'est le caveau du célèbre Dracula. Ça serait un vampire qui sortirait tous les soirs quand la nuit est tombée au cimetière. Et apparemment, sa tombe est très maléfique. Elle déferle beaucoup d'ondes négatives. Et certaines personnes qui s'en seraient approchées et qui l'auraient touché auraient vécu de mauvaises choses à la suite de ça. Donc après, est-ce vraiment réel? On ne le saura jamais, encore une fois, mais voilà, c'est ce qui est raconté. Donc voilà, donc le cimetière Père-Lachaise existe vraiment. J'en ai pu vérifier sur Google Earth. D'ailleurs, c'est une application qui est superbe parce qu'on peut aller dans le monde entier et j'ai pu voir que ce cimetière existait vraiment. Et c'est en voyant ça que j'ai vu à quel point il était énorme. Donc si vous voulez une vérification, je vous invite à regarder de plus près ça pour vérifier mes dires. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Annelise Michel, une femme qui a vécu 67 exorcistes, car apparemment, elle était hantée et possédée par plusieurs entités, plusieurs démons. Donc, Annelise Michel est une jeune Allemande, elle est vraiment très jeune, hein. Hein, c'est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Elle elle est décrite comme une femme très, très normale. Voilà, elle a des amis, elle est très pieuse, sa famille aussi. Hein, ils sont à fond dans le catholicisme. La religion fait partie intégrante de sa vie. Hein, la messe du dimanche, la prière avant de manger. Elle va confesser tous ses péchés, même à pécher les autres, enfin, à, à, même à aller j'ai perdu mes mots, je sais plus parler. Enfin bref, elle est très impliquée dans le péché game. Voilà, vraiment très impliquée là-dedans. Et en 1968, tout va basculer parce que elle va commencer à avoir des crises de convulsions qui vont être de plus en plus qui sont là, qui sont présentes et ça la met à mal, hein, vraiment. Donc première réaction qui paraît tout à fait logique, elle en a parlé à ses parents. Ses parents, très rationnels, vont l'emmener voir un spécialiste. Donc ses parents sont très rationnels, donc ils vont l'emmener voir un médecin qui va décréter qu'elle est épileptique. Donc de là, elle va avoir des médicaments qui sont normalement censés la traiter contre ça, empêcher les crises. Le problème, c'est que ça n'empêche rien du tout. Les crises continuent et elles sont toujours de plus en plus violentes. Donc ils savent plus trop quoi faire. Annelise va raconter qu'elle entend des voix, qu'elle entend des rires démoniaques et qu'elle serait persuadée qu'elle est possédée par plusieurs entités, dont Lucifer, Néron, Hitler. Donc là j'ai dit que j'en ai nommé que 3, mais elle en nommera 6. 6 entités qui sont en elle et qui la possèdent, hein, littéralement. Donc à la suite de ça, les parents vont vraiment commencer à se poser des questions. Donc ils vont l'interner.
ils vont l'interner en pensant que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire pour l'aider. Donc ils vont l'interner. Elle va y rester seulement quelques années. Au bout de quelques années, non, quelques mois. Quelques mois. Au bout de quelques mois, elle va en sortir. Elle va être assommée de médicaments. Ça va devenir un légume. Mais malgré ça, les crises seront toujours là et elles seront de plus en plus fortes. Surtout qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe parce que maintenant, elle a des crises de colère. Ça veut dire que quand elle s'énerve, c'est vraiment des crises de colère qui sont spectaculaires. Et d'habitude, elle est gentille, elle est douce, mais là, dans ces crises, elle est méchante, elle crache, elle insulte, elle bouffe des insectes. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, les parents, ils sont désemparés, ils savent pas quoi faire, hein. Ils savent même pas comment la gérer à ce moment-là, hein. Donc ils vont vivre pendant 5 ans cet enfer. Et au bout de 5 ans, ils vont faire appel à l'église, en espérant que peut-être que l'église pourrait trouver quelque chose à faire contre ça. Mais l'Église ne va pas s'alerter sur le cas, hein. Ils ont d'autres cas plus importants, donc ils vont pas se pencher sur ce cas. Ils vont pas s'y pencher pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, en 1993, si ma mémoire est bonne, euh, ils vont se pencher sur elle. Et ils vont mener 93, 14, 15, ils vont mener pendant 3 ans un combat sans relâche parce que quand ils vont se rendre pour la toute première fois chez Annelise Michel, ils vont voir une jeune fille qui est attachée à son lit, qui est affaiblie, et elle va leur demander de l'aider, de la détacher. Les prêtres vont la détacher et elle va se jeter sur les prêtres, elle va uriner sur un des prêtres, elle va les insulter de tous les mots possibles. Et il y a une voix qui sort d'elle, mais c'est une voix démoniaque, hein. C'est une voix rauque en fait, hein, qui a été enregistrée. Et cette voix, c'est vraiment quelque chose de terrifiant, hein. Et cette voix dira qu'elle est Néron, la troisième entité. Donc à partir de là, les prêtres ne vont pas arrêter de faire exorcisme sur exorcisme, mais rien ne marche. La jeune fille continue à être comme elle est et elle va arrêter petit à petit de s'alimenter, de boire, parce que c'est les entités qui lui ont dit de faire ça. Donc elle va obéir aux entités, elle va arrêter de boire, elle va arrêter de s'alimenter, elle va devenir de plus en plus affaiblie. Mais il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Donc, au final, elle aura fait 67 exorcismes. Et le 30 juin 1996, la jeune fille vivra son dernier exorcisme. Et la nuit qui suivra s'éteindra dans son lit. Et beaucoup de gens diront qu'elle avait envie de mourir, et qu'elle avait vu une apparition de Marie qui lui avait dit que elle allait pouvoir trouver la paix, qu'elle allait enfin pouvoir trouver la paix, et que en prouvant l'existence des démons, elle avait pu prouver l'existence de Dieu. Donc maintenant, sa tombe est un recueillement pour beaucoup de gens qui font des pèlerinages, c'est devenu vraiment une tombe vraiment très, c'est devenu une tombe vraiment très, très connue parce que c'est une jeune femme qui a vécu vraiment une chose horrible et pour tous les gens pour tous les gens qui y vont, c'est un martyr, donc c'est quelque part celle qui a prouvé que Dieu existait bel et bien. Donc voilà, où s'achève notre deuxième histoire. Et maintenant, je vais parler de la troisième et dernière histoire, qui est l'histoire d'une Stanley Hotel. Donc,
Avez-vous déjà vu, et je pense que vous avez déjà entendu parler de Stephen King, Shining, le film qu'il a tourné, enfin, c'est Stanley Kubrick qui l'a tourné, mais le film a été fait avec ce qui a été, enfin, d'après le roman de Stephen King. Stephen King a séjourné dans cet hôtel. Il a séjourné, il n'y avait plus personne dans l'hôtel parce que la saison se terminait. Et lui, il rêvait d'un bon séjour avec son épouse. Et il va passer sa nuit dans la chambre 227. Cette chambre, de suite, il va se sentir très mal à l'aise parce que il va sentir quelque chose de pas bon, de mauvais qui est dans cette chambre, qui tourne autour de lui. Et ils vont poser ses affaires sur le lit. Ils vont partir dîner et 40 minutes plus tard, quand ils vont revenir, les affaires seront rangées dans les placards alors que eux ils ont rien fait. Ils n'étaient pas là. Donc c'est le premier acte un peu étrange si je puis dire. Et ensuite va venir le deuxième. Il ne va pas dormir de la nuit, il va faire des cauchemars terribles où il voit son fils courir dans les couloirs de l'hôtel poursuivi par une lance incendie. Il y en a les gérants de cet hôtel qui sont les septièmes propriétaires de l'hôtel entendront beaucoup de témoignages dire que dans cette chambre 227 il se passerait des choses vraiment curieuses, que l'entité qui se trouve là-bas a ses préférences. Et donc ils vont faire leur enquête et ils vont voir qu'en effet dans les années au tout début, quand l'hôtel venait à peine d'être construit, une domestique est décédée dans cette chambre à la suite d'une violente explosion. Et apparemment, à l'heure d'aujourd'hui, elle entrait encore cette chambre et elle travaillerait toujours dans cet hôtel. C'est pour ça que parfois, certains visiteurs, elles rangent leurs affaires. Et par contre, les gens qui viendraient, certaines personnes qu'elles n'aimeraient pas, elles les réveilleraient en plein milieu de la nuit avec leurs affaires qui seraient devant le palier de la porte, juste pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils ne sont pas le bienvenu dans cette chambre. Donc il y en a beaucoup qui sont partis en hurlant de cette chambre, qui n'ont plus jamais voulu y retourner, tellement qu'ils ont eu la peur de leur vie. Et il va avoir aussi un autre fait très étrange. Il y a une énorme salle de bal. C'est vraiment une très grande salle de bal qui a été construite en même temps que l'hôtel et qui était dotée de beaucoup de choses. Et il y a un piano là-bas, un piano qui est là depuis le début parce que les propriétaires de l'hôtel ont laissé les choses telles quelles parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus de pub à leur hôtel. Donc du coup, ils ont rien changé à ça, ils ont gardé. Et apparemment, des fois, en plein milieu de la nuit, on peut entendre ce piano qui joue tout seul. Et on peut voir dans les archives que ce piano appartenait à la femme de l'homme qui a construit cet hôtel et qu'elle était très attachée à ce piano. Et la légende dit que parfois, elle referait des solos de piano dans la salle de bal alors qu'elle est totalement vide. Mais voilà, c'est son truc. Donc, il y a ça. Il y en a qui disent aussi qu'ils ont pu apercevoir dans les couloirs de l'hôtel c'est le couple qui a construit cet hôtel, qui les aurait aperçus dans les couloirs de l'hôtel. Et un homme qui va venir faire une visite dans cet hôtel car il est vraiment fan du film Shining, va raconter que il va prendre des photos
Et sur l'une de ces photos, il va pouvoir capturer une entité qui ferait partie de l'hôtel. Donc c'est vraiment, il s'en rend compte que quand il développe les photos. La photo est passée avec est passée par plusieurs expertises et apparemment elle n'est pas truquée. Donc il n'y a aucun trucage sur cette photo. Donc peut-être que cette photo est le témoin qui se passe bien des choses enfin, vraiment terrifiantes dans cet hôtel. Et il y a une autre chambre qui, elle, se trouve au troisième étage, qui est l'un des étages les plus énigmatiques de l'hôtel, parce que sur le lit, on peut voir les formes de corps sur le lit en lui-même. Dans le couloir, on pourrait entendre la voix d'un enfant qui appelle sa nounou. Donc voilà, c'est vraiment terrifiant. Et un acteur qui a passé la nuit dans la chambre 227, qui est Jim Carrey. On le connaît tous, mais lui est parti terrifié de cette chambre. Il n'est plus jamais revenu dans cette année hôtel et il ne voudra jamais dire ce qu'il a fait peur et il ne voudra jamais en parler. Voilà. Il ne voudra jamais en parler. Il a eu tellement peur qu'il n'en parlera jamais. Et donc voilà. Et dans cette chambre 227, apparemment pour les couples qui viendraient séjourner et qui ne sont pas mariés, ben cette femme qui est toujours là se mettrait entre les deux pour vraiment les dégager, hein, parce qu'elle elle aime pas ça, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment assez, assez pas mal comme histoire, surtout que moi j'aime beaucoup cet écrivain, Stephen King, donc ça a été pour moi cool de pouvoir voir cette histoire et d'avoir ses origines, parce que j'aime beaucoup le film Shining moi aussi, donc voilà. Donc voilà pour les trois histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, mais bon, j'ai pas trop les sujets, donc là que j'ai les sujets, ben je vous en parle. Voilà. Donc bien évidemment, si vous voulez vérifier tous mes dires, vous pouvez très bien les vérifier. Il n'y a aucun souci, je peux vous promettre que c'est pas un mensonge, c'est réel. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.